Salut à toutes, salut à tous. Deuxième étape de Paris-Nice aujourd'hui. Une étape, encore une fois, réservée aux sprinteurs et même encore plus qu'hier. C'est tout plat ou presque. On aura quelques points d'intérêt en début d'étape avec deux ascensions, deux cols de troisième catégorie au 33e et 53e kilomètre. Donc voilà, les échappés vont vouloir partir pour aller chercher au moins ces poids-là. Et ensuite, on aura 100 km sans rien, en gros. Jusqu'au dernier point intéressant, ça sera un sprint intermédiaire à 20 km de l'arrivée. Il est donc un peu plus loin qu'hier. Hier, il y avait un sprint à 10 km de l'arrivée. Et surtout, il n'est pas comme hier au sommet d'une bosse. Il est sur une zone plate. Donc, on va voir. Est-ce que ce sont les sprinteurs qui vont aller chercher ce sprint pour les points du maillot vert, ou est-ce que les coureurs du classement général vont tenter de le faire pour aller chercher les secondes de bonification, à moins que l'échappée ne soit pas repris d'ici là, mais ça paraît peu probable. On a vu l'échappée après les deux premières côtes, il est possible qu'il se relève assez rapidement. On verra notamment si les coureurs d'hier, et notamment Delettre et Fernandez, qui étaient intéressés pour cette lutte pour le maillot à points, repartiront à l'avant aujourd'hui. Et puis on verra si Tim Merlier, vraiment supérieur hier aux autres, va réussir à s'imposer. C'est vrai qu'il semble meilleur, mais le sprint, c'est pas non plus que la puissance, que la giclette. Il faut aussi être bien placé. Pedersen, par exemple, hier, s'était retrouvé complètement bloqué. Si Merlier est bloqué aujourd'hui, il pourra pas lutter. Donc voilà, on va voir ce sprint, en espérant bien sûr Arnaud Démare, encore belle deuxième place hier. Ça serait beau de le voir gagner. Voilà, une étape a priori classique aujourd'hui sur ce Paris-Nice entre Montesson et Bellegarde, 184 km d'une étape de plaine comme on les aime. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0, c'est parti, mais pas de départ officiel. Il y a eu petits problèmes. Là, il y a eu Magnus Sheffield qui a eu un problème avec son vélo. Il y a eu Alexander Kristoff aussi qui a eu une crevaison. Et donc là, on va attendre qu'il revienne dans le peloton avant de lancer, d'agiter le drapeau pour libérer les fauves. Voilà, ça aura pris quelques temps. Sheffield et Kristoff sont de retour. C'est parti pour cette deuxième étape de Paris-Nice. Et on va voir qui va être les coureurs à se porter à l'avant. Et voilà, déjà un trio qui est parti. Et on retrouve, c'est sans surprise, on s'y attendait, les deux coureurs d'hier qui étaient intéressés pour la lutte pour le maillot de la montagne. Alexandre Delettre de la team Total Energy et Samuel Fernandez de la Carrera Rural Seguro RGA sont partis. Et il y a un troisième coureur avec eux. Cette fois-ci, c'est pas Taco van der Horn comme hier. C'est Jonas Abrahamsen de la UnoX Mobility. Alors, on le connaît bien, Jonas Abrahamsen. On l'avait vu notamment sur le dernier Tour de France. Il avait porté le maillot à poids, le maillot de meilleur grimpeur pendant de nombreuses journées. Il était toujours à l'avant, toujours dans les échappées. Il n'avait même pas été élu super combatif du Tour. Ça avait été une petite surprise personnelle. Et donc voilà, spécialiste des échappées pour accompagner les deux autres coureurs. Et puis attention, Abrahamsen, il pourrait aussi s'intéresser à la lutte là, pour le maillot de meilleur grimpeur. Ça pourrait être un adversaire un peu plus fort que Fernandez pour Alexandre Delettre. Le peloton qui ne bouge pas derrière, qui a laissé partir ce trio-là, personne d'autre qui s'est joint à la lutte. Et l'écart qui monte à grandeur nature. Ils sont partis et ça fait déjà... ils ont déjà plus d'une minute d'avance après 5-6 km de course. A noter qu'un coureur, lui, n'est pas parti aujourd'hui. Il s'agit de Casper Asgreen de l'IF Education Easy Post qui est tombé malade a priori. Il n'est pas pris le départ. C'est le premier abandon de ce Paris-Nice. Ils ne sont plus que 153 coureurs désormais dans le peloton. 145 km de l'arrivée, on est dans cette première difficulté, la côte des Ménules qu'on avait déjà franchie hier. C'était la côte au sommet de laquelle se trouvait le sprint intermédiaire remporté par Jonathan Narvaez. Aujourd'hui, il n'y a pas de sprint, mais il y a des points de la montagne, 3, 2 et 1 point. Les échappés qui sont l'écart avec le peloton, qui est monté au-dessus des 3 minutes. Et depuis, là, il est en train de descendre. On est à 2 minutes 15. C'est l'équipe Soudal Quick-Step de Tim Merlier qui roule pour maintenir un petit peu l'écart entre les échappés et le peloton. Allez, le point de la montagne. Est-ce que Abrahamsen va réussir à devancer Delettre a priori? Fernandez, hier, on l'a vu, il a perdu à chaque fois face à Delettre. Je ne vois pas pourquoi il gagnerait aujourd'hui. C'est parti, c'est bien. Oui, Abrahamsen qui semble un petit peu plus fort. En tout cas, Fernandez va faire troisième, mais c'est Delettre qui passe en tête. Alexandre Delettre qui prend 3 nouveaux points. Jonas Abrahamsen qui a plus lutté que Fernandez en tout cas que Taco van der Horn hier, prend 2 points.
Et Samuel Fernandez, 3e pour 1 point. C'est tout bon pour Delettre qui accentue son avance au classement du maillot de meilleur grimpeur. Il a désormais 9 points. Fernandez n'en a que 5. Donc, quel que soit le résultat même de la prochaine ascension, Delettre est sûr de garder ce maillot-là demain. Et demain, c'est un chrono par équipe, donc il ne le perdra pas. Il l'aura aussi encore mercredi pour Alexandre Delettre. La prochaine difficulté est dans 20 km. Ce sera la côte de la Villeneuve. Et de 2 sur 2 pour Alexandre Delettre qui passe à l'instant en tête au sommet de la côte de Villeneuve. Alors, c'était vraiment pas la plus dure. 1 km à 3,5% de moyenne. Pour le puncher qu'il est, c'était vraiment pas de souci. Il devance une nouvelle fois Jonas Abrahamsen, 2e. Et Samuel Fernandez, 3e, qui ne prend qu'un point au classement. Donc, Alexandre Delettre est en tête du classement de la montagne avec 12 points. Devant Samuel Fernandez, 6 points. Et Jonas Abrahamsen, 4 points. Mais alors, il reste 119 points à prendre au classement de la montagne. Donc, avec ces 12 points, Alexandre Delettre a fait un tout petit pas vers ce maillot. Mais il va quand même le garder au cours des 2 prochaines journées. C'est ça le plus important pour l'instant pour Delettre. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les échappés vont se relever, sachant qu'ils sont à plus de 100 km de l'arrivée et qu'il n'y a plus aucun point à prendre, plus rien à jouer, que c'est tout plat. 100 km de l'arrivée, les échappés qui n'ont pas abdiqué. Ils auraient pu complètement se relever, ils ne l'ont pas fait, ils continuent. L'écart qui n'est pas très élevé, il oscille autour d'une minute 30, ça monte à 2 minutes, ça redescend. On a les équipiers de Mats Pedersen de la Lidl Trek qui ont rejoint ceux de la Soudal Quick Step pour rouler dans le peloton et pour maintenir un écart décent. On va donc... il va plus se passer grand-chose. Là, je pense pendant pas mal de kilomètres, on a le temps, par exemple, pour parler d'un des échappés. Alors, on a fait Alexandre Delettre hier. On va parler de l'autre coureur qui était à l'avant hier et aujourd'hui, Samuel Fernandez, un Espagnol de 21 ans. Tout jeune, il commence tout juste, donc en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur Samuel Fernandez, c'est seulement sa 2e saison professionnelle, il ne compte aucune victoire. Son meilleur résultat l'an passé sur une course pro, c'était une 9e place sur une étape du Tour des Asturies, une étape qui était remportée à l'époque par Phil Fischer-Black devant Isaac Del Toro. Il avait pris la 9e place dans le groupe final. C'est plutôt un grimpeur, Samuel Fernandez. Il a ce profil-là de grimpeur, il est assez fin. Pas suffisamment bon puncher pour inquiéter Delettre là, sur les sprints au sommet. Par contre, dans la haute montagne, je pense qu'il sera meilleur que Delettre. Cette saison, on l'a aussi vu sur le Tour, le Grand Camino, où il a été toujours bien placé. Là, il jouait le classement général, il a fini 18e du classement général sur le Grand Camino. Samuel Fernandez, donc de la Cara Rural Seguros RGA, où il a signé l'an passé son premier contrat pro. On le découvre, c'est sa première course World Tour, ce Paris-Nice. L'an passé, il était pro, mais il avait fait le Tour de Catalogne. Il avait fait le Tour de Catalogne l'an passé, c'était ça sa première course World Tour. Bon, il avait fini 116e du classement général, mais bon, il avait fini déjà. Donc ce Paris-Nice, c'est sa 2e course World Tour de sa carrière. Il se montre à l'avant, malheureusement. Ça va être compliqué d'aller chercher quoi que ce soit, puisque pour le maillot de meilleur grimpeur, il est devancé pour l'instant par Alexandre Delettre. Puis à noter un second abandon sur ce Paris-Nice, et c'est Danny Van Poppel, le sprinter de la Red Bull Boransgro, qui vient d'abandonner là. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être aussi malade Van Poppel, mais voilà. Après Casper Asgreen qui n'est pas parti, c'est un 2e coureur qui ne retrouvera pas le soleil à Nice. Le soleil qui est complètement absent aujourd'hui, il fait gris, il fait froid et il pleut. C'est Paris quoi. Attention, là, la petite chute c'est Guillaume Martin qui vient de tomber. C'était un rond-point. Qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume Martin? Là, on revoit il a pris trop large d'abord le rond-point et en essayant de revenir, il a glissé. Il est tombé sur son côté droit. Il est debout, il est remonté sur son vélo. Il s'est frotté un peu l'épaule, ça a l'air d'aller. Mais il s'est tombé tout seul là dans un rond-point qui tournait fort à droite. Il était parti d'abord trop à gauche, donc il a essayé de couper en en forçant son virage à droite et il est tombé. On est à 54 km de l'arrivée. Et Martin, désormais, c'est le leader de la Groupama FDJ qui l'a rejoint cette saison. Et au même moment, là, on a les échappés qui ont lutté pendant longtemps au final. C'est déjà bien. Ils se sont jamais relevés. Ils ont 10 secondes d'avance là. Ils ont la masse du peloton juste derrière eux. L'écart qui est resté longtemps autour des 20, 30, 40 secondes. Mais là, ça va être terminé, bonsoir. Et bien qu'ils aient que 10 secondes d'avance, ils continuent.
comme si, comme s'ils avaient encore une chance de s'imposer, alors que là, c'est évidemment peine perdue. Allez, mais il y a même Fernandez qui remet une attaque. Il a fait comme hier, il a fait une attaque juste au moment d'être repris. Et en gros, je pense qu'il fait ça comme pour hier, pour être nommé combatif du jour et gagner la petite prime qui va avec. 2 lettres, n'y est pas allé. Allez, vas-y, je te laisse le prix du combatif. Mais Abrahamsen, lui, est dans sa roue. Jonas Abrahamsen est dans sa roue. Et lui n'a pas abdiqué. Donc, ils vont se battre là tous les deux pour le prix de combatif du jour, à mon avis. Et Jonas Abrahamsen qui est un petit peu contré Fernandez là pour prendre quelques mètres d'avance. Le but, c'est tout simplement d'être le dernier homme en tête et ainsi de s'assurer voilà, le titre de combatif du jour, être sur le podium à l'arrivée et la prime qui va avec. C'est important pour le joueur, c'est important pour l'équipe. Donc c'est pour ça qu'ils se font un mano à mano les deux hommes, alors que le peloton est vraiment dans leur sillage. Ah, et Fernandez, là, il a baissé la tête. Je crois que... Ouais. Ah, on le voit parler à l'oreillette. Il dit sûrement à ses équipes, non, je peux pas suivre Abrahamsen. Abrahamsen, c'est un rouleur, par contre. C'est pas un grimpeur comme Fernandez. Il est forcément plus puissant, plus fort. Et donc, Abrahamsen qui part tout seul. Désormais, Fernandez se relève et on n'a plus que le Norvégien de la UnoX Mobility seul en tête. Ça ne changera pas le scénario de la course, mais voilà, ça fera... probablement le prix du combatif pour Abrahamsen, qui en plus allait chercher chaque fois les deuxièmes places sur les sprints de la montagne là. Alors que derrière, outre Guillaume Martin, on voit Ivan Romeo, le leader de la Movistar, qui lui aussi est au milieu des voitures. Probablement un problème technique pour Romeo là, qui doit changer probablement de vélo, tout comme Guillaume Martin qui a dû également changer de vélo après sa chute. Allez, 50 km de l'arrivée. On va faire un petit point sur un outsider du jour, parce que le favori, c'est clairement Tim Merlier. Mais il y a d'autres sprinteurs. Il y a Pedersen, bien sûr. Alors, on ne va pas refaire toute la liste d'hier, mais il y en a au moins une dizaine de coureurs intéressés. Et parmi eux, il y a Alberto Dainese, l'Italien de la Tudor, qui a fait 3e hier. Très belle 3e place derrière Merlier et Desmar. Et Dainese, le coureur de la Tudor, 26 ans, l'Italien. Après avoir passé plutôt toute sa carrière professionnelle dans l'équipe hollandaise de la Sunweb, devenue DSM, puis DSM Firmenich, il y a passé 4 ans. Auparavant, il courait dans la Seg Racing Academy, une autre équipe hollandaise. Il était alors en division continentale en 2018 et 2019, avant de signer pour la Sunweb en 2020. Il y est resté 4 ans avant de rejoindre la Tudor Pro Cycling Team l'an passé. C'est donc sa 2e année dans l'équipe suisse. Et il a un palmarès intéressant. Il a que 7 victoires, ce qui est quand même pas beaucoup pour un sprinter, mais des belles victoires, notamment 2 victoires sur le Giro, une en 2022 et une en 2023. Il devançait des coureurs comme Caleb Ewan, Mark Cavendish, ou il devançait Jonathan Milan, notamment en 2023. Et il a également remporté une étape de la Vuelta en 2023. C'était la 19e étape. Il s'imposait devant Filippo Ganna et Marijn van den Berg. Donc quand même, voilà, 3 victoires sur des grands tours, plus des victoires sur le Tour de République tchèque, le Jayco Heralsen Tour, l'Arctic Race of Norway. Et sa dernière victoire, c'était l'an passé. Une seule victoire sur la 3e étape du Tour des Pays de la Loire. Donc voilà, pas beaucoup de victoires quand même, mais 3 victoires sur des grands tours auxquels il a participé 6 fois. Il a fait une fois le Tour de France aussi. Il est allé chercher une 3e place en 2022 sur une étape du Tour de France. Voilà, il a fait 3 Giro et 2 Vuelta. L'an passé, il a fait juste le Giro. Son meilleur classement, c'était sur une étape, c'était 4e sur une étape du Giro 2024. Et puis du côté des monuments, il a participé qu'à 2 monuments, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais voilà, c'est pas un coureur de monuments. Il a abandonné le Tour des Flandres. Il a fait 77e de Paris-Roubaix. Là, c'est pas son terrain. Son terrain, c'est le sprint. Et donc aujourd'hui, c'est son terrain aussi. Après avoir fait 3e hier, il va vouloir essayer de faire mieux aujourd'hui pour l'équipe Tudor, équipe de seconde division. Hein. Ce serait évidemment un très très beau résultat, surtout en vue de... Là, en ce moment, il y a une guerre pour être invité sur le Tour de France entre UnoX, entre la Team Total Energy, entre Tudor, entre Q365 qui n'est pas là sur ce Paris-Nice. C'est aussi pour ça qu'on voit certainement Abrahamsen aujourd'hui devant, ou qu'on a vu Alexandre Delettre. C'est pour se montrer qu'on a vu l'attaque d'Alaphilippe hier aussi. Hein, voilà, c'est pour se montrer qu'on est compétitif, pour convaincre les organisateurs du Tour de France de leur donner une des quelques invitations disponibles
pour la grand-messe du cyclisme mondial. Et donc Alberto Dainese, il va faire le sprint pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible aujourd'hui. On est à 48 km de l'arrivée. Et Jonas Abrahamsen est désormais seul en tête. De Lettres et Fernandez ont été repris. Et il a repris du temps. Il a 36 secondes d'avance sur le peloton. Je pense qu'il va tout donner jusqu'au bout pour tenter d'aller le plus loin possible, même si toute victoire, évidemment, toute surprise semble absolument impossible. Oh, attention, la grosse chute. Oh, la grosse chute terrible. Oh là 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 là, la grosse chute tout en début du peloton. Ils allaient très vite juste après un virage. C'était la Visma Lease Bike qui faisait le team le plus gros là en face du peloton. Et derrière, c'est tombé. Mais alors, c'est tombé tout au début du peloton. Il y a le maillot jaune qui est Tim Merlier qui est clairement, il n'est pas sur le sol. Il y a des coureurs. On a Julien Bernard par terre, coureur pas mal d'Arkea par terre. On a un coureur de la Team Total Energy qui clairement s'est fait mal. Il y a Arnaud Desmarres qui est également pris, qui est un des derniers à repartir. Ouh, grosse chute. Alors qu'il ne se passait rien. Ça allait juste très vite. Il y a la Visma Lease Bike qui a accéléré juste après un victoire. Et d'un seul coup, un petit accrochage. Et alors, c'est parti c'est tombé de partout. C'est tombé de partout. Il y aura des abandons. Il y a un coureur d'Arkea là, qui est en pleurs sur la route. Julien Bernard qui repart finalement. Il y a Samuel Leroux là, pour la Total Energy qui s'est fait très mal au... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui. C'est Samuel Leroux qui est tombé. Il a glissé et il était bien placé au peloton et il a emmené tout le monde. Samuel Leroux, mais c'est lui le fautif, on va dire. Il s'est affalé sur la route et derrière, bien sûr, tous ceux qui étaient derrière sont également tombés. Alors, Tim Merlier, Arnaud Desmarres, qui étaient ralentis, je pense, eux ne sont pas tombés, donc ça devrait aller. C'est Florian Sénéchal pour Arkea Samsic qui était par terre en pleurs. Ça sent peut-être l'abandon pour Sénéchal. Probablement pour Samuel Leroux aussi, même s'il est reparti. Julien Bernard aussi. Ah là là là, le carambolage. Florian Sénéchal, il n'a pas de chance, Sénéchal. Il me semble que l'an passé, déjà, il avait été victime d'une grosse chute juste avant les classiques, ce qu'il aime bien, notamment Paris-Roubaix, où il ambitionne de faire un jour un bon résultat. Et bien là, ça va être l'abandon et probablement, on n'espère pas, mais peut-être une absence encore une fois sur les classiques. Ah là 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 là. C'est terrible. Arnaud Desmarres, lui, ça va, il roule, il est ramené par un équipier. Mais bon, là, c'est vraiment c'est terrible pour Florian Sénéchal. Pas de chance. C'est la cruauté du cyclisme, là, une étape où il se passe vraiment, il se passe pas grand-chose du tout, il se passe rien, mais voilà. Parmi les retardés encore, on a Lenny Martinez, qui est là, et Santiago Buitrago, les deux un petit peu leaders de la Bahreïn victorieuse, mais bon, je pense pas qu'ils soient tombés, ils ont juste été ralentis, parce que comme c'est tombé très tôt, forcément, il y a eu du retard. Je pense qu'ils vont tous rentrer à temps, le peloton va probablement pas trop accélérer à ce moment-là. Mais la grosse chute là, on est à 42 km de l'arrivée. Et là c'est le bras à l'épaule pour Sénéchal. Allez, on revoit encore, vue de la moto, c'est Victor Campenaerts qui mène le peloton à fond. Dans un virage à droite, il se retourne et derrière, la chute de Leroux. Ouais, on le voit pas trop, mais glisser sur un pavé un peu mouillé. Oh là 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 là. Et Florian Sénéchal qui est évacué sur civière. Le bras en écharpe. Il y aura malheureusement probablement pas... compliqué d'être remis à temps pour Paris-Roubaix. C'est dans un mois Paris-Roubaix. C'est l'histoire qui se répète. Pour Florian Sénéchal, c'est vraiment triste. Pendant ce temps, Abrahamsen est toujours devant. Et il a même augmenté son avance. Il a 1 minute et 7 secondes d'avance. À 40 km de l'arrivée, Jonas Abrahamsen, qui forcément, lui, n'a pas été ralenti par la chute. Sacré Jonas Abrahamsen. C'est vraiment un coureur que j'adore. Il n'abdique jamais. L'écart est monté jusqu'à 1,35. Il a réussi à reprendre, alors que je rappelle qu'il avait que 10 secondes d'avance. Ils étaient basiquement repris, les échappés. Et là, l'écart qui est redescendu à 1 minute. On est à 20 km de l'arrivée, on arrive au premier passage sur la ligne qui sera aussi le premier et le seul sprint intermédiaire de la journée avec 6, 4 et 2 secondes. Donc les 6 secondes vont être pour Abrahamsen, ça c'est sûr. Et derrière, on va voir ce qui va se passer. Qui va aller sprinter pour les secondes bonif ou pour les points du maillot vert. Est-ce que les sprinteurs vont le faire même si ça va leur coûter un petit peu de force ? Est-ce que les coureurs du classement général vont s'y
risqué, sachant que si des sprinteurs véritables y vont, ils n'auront aucune chance. Allez, Abrahamsen qui passe à l'instant sur la ligne. On a la Visma Lease the Bike, bien placée quand même. Est-ce qu'ils vont peut-être y aller? On a la Red Bull aussi qui emmène... Ah si, c'est la Visma qui va. Hein. C'est la Visma qui va. On a un coureur de l'Astana aussi. Pour l'instant, c'est Kampenarts qui mène. Jorgensen qui est dans la roue, qui est derrière avec Vingegaard dans sa roue. Mais c'est le coureur de la Red Bull. C'est la coureur... Oh, alors qu'il y a encore une chute derrière. Ah, c'est pas possible. Il y a un coureur encore par terre de Cara Rural. Il y a Lugderbridge qui est... Oh là, ils se tiennent tous les deux sur les panneaux publicitaires parce qu'on est à la ligne d'arrivée là. Donc, ah là, bah les deux, ils sont pareils. Ils se tiennent l'épaule. L'un l'épaule gauche, l'un l'épaule droite. Appuyés sur les barricades. Eh ben, c'est deux autres abandons là. Hein. Là, c'est Lugderbridge. Et pour la Cara Rural, je sais pas qui c'est. Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a un coureur de la Picnic Post-NL au milieu de la route, mais il faut qu'il s'écarte de la route. Il y a des coureurs qui arrivent à fond derrière. Oh là 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 là. Ouais, ça devient un petit peu foufou là cette course. Il y a des trous suite à cette chute en plus. Et là, ça va vite devant forcément. Alors que c'est une autre chute en fait qui a eu lieu plus tard là à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un coureur de la Picnic qui est tombé, qui par contre n'a emmené personne avec lui. Hein. Il a emmené personne avec lui, mais ensuite il est au milieu de la route. Et il y a un coureur de la Cofidis qui arrive à fond, qui faillit lui rentrer dedans. Oh là 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 là. C'est voilà, c'est troisième chute en un rien de temps là. Du coup, on s'est un petit peu, c'est un petit peu perdu face au sprint intermédiaire. C'est Jorgensen qui a pris donc 2 secondes. Il a fait 3e de sprint intermédiaire, devancé par Abrahamsen qui a fait premier. Puis c'est un coureur de la Red Bull qui allait faire 2e. Alors j'ai pas vu qui c'était. Derrière les chutes, on fait un petit peu le point. C'est Warren Barguil hein, qui est tombé pour la Picnic Post-NL. Bon, il a l'air de pas s'être fait trop mal. Alors que pour la Cara Rural, c'est Gorka Sorarein qui est tombé et qui, a priori, va abandonner. Avec Lugderbridge, pour Warren Barguil, ça devrait aller mieux. Mais par contre, voilà, il y a des trous. Il y a des trous partout dans le peloton. Il y a forcément des sprinteurs qui ont été pris là par ces 2 chutes successives qui ont fait du dégât, du grabuge. Et derrière, Abrahamsen n'a plus que 15 secondes d'avance. Hein. Il va être repris. Ça a accéléré d'un coup. Et là, c'est un petit peu sauf qu'il peut là pour revenir sur le peloton. Pas perdre de temps pour les coureurs du classement général. Alors que voilà, c'était Mick Van Dierk pour la Red Bull Boransgro qui a fait le sprint. Alors il l'a fait pour priver Jorgensen de 2 secondes de plus, hein, je pense. On travaille pour Alexander Vlasov du côté de la Red Bull Boransgro. Et on envoie Mick Van Dierk pour empêcher Jorgensen de prendre trop de secondes. C'était ça la stratégie. On est à 15 km de l'arrivée. Et il y a un groupe de retardés. Hein. Un groupe de retardés, on voit notamment quasiment... Il y a toute l'équipe Decathlon, je crois, qui est là, qui est loin dans le peloton. Devant, il y a un groupe de 5 coureurs. Devant, un autre groupe de 6-7 coureurs. Et le peloton est encore plus loin devant. Ça va être dur. Hein. Pas sûr que tous ces coureurs arrivent à rentrer dans le peloton avant l'arrivée. Bon, alors, autant Fernandez, hier, son titre de super combatif... Il l'avait un petit peu volé via une vieille attaque pendant 5 minutes à 50 km de l'arrivée. Autant Abrahamsen, aujourd'hui, il va le mériter parce qu'il est toujours devant. L'écart était redescendu une nouvelle fois autour des 10 secondes. Et ben là, il a repris du temps. Il a 33 secondes d'avance désormais. On est à 7 km de l'arrivée. C'est vraiment incroyable. Alors, il faut dire que le peloton a certainement un petit peu ralenti là, après toutes ces chutes pour permettre à un petit peu tout le monde de rentrer. Je crois que le peloton est groupé à quelques exceptions près. Tous les sprinteurs, tous les leaders du classement général sont de retour. Mais du coup, Abrahamsen, il est reparti. C'est vraiment incroyable. Là, et il va forcer les équipes là, de sprinteurs à quand même aller le chercher. Hein, aller le chercher avant qu'il soit trop tard, quoi. Il y a toutes les équipes qui s'y mettent. Hein, la Soudal, la Tudor, la Visma Lease the Bike, la Uno-X. Non, la Uno-X, ils sont bien placés, mais ils ne roulent pas. Évidemment, c'est quand même un coureur à eux devant. Il y a la Lidl Trek. Peut-être que la Uno-X, ils sont peut-être même là pour un peu gêner la poursuite. Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils ont quand même Christophe pour faire le sprint au cas où Abrahamsen est repris. On est à 4 km de l'arrivée. Il a 17 secondes d'avance. On le connaît, ce scénario, malheureusement. Il se finit rarement bien pour l'échapper. Mais voilà, ça fait preuve de courage de la part d'Abrahamsen de continuer. L'Arkea Samsic pour Team Démarre qui est bien placé, qui roule également. La Cofidis pour Aniolkowski qui
qui est également aux avant-postes. Et l'écart qui diminue, qui passe tous les 10 secondes, alors qu'on passe les 3 km. S'il y a des chutes dans ce final, ça n'aura plus d'incidence sur le classement général. Et voilà, on le sait, c'est souvent comme ça, et c'est encore une fois comme ça. Il aura tenu jusqu'à 2 km 500 de l'arrivée, Jonas Abrahamsen, mais il est repris à l'instant. Il aura été encore une fois héroïque, mais encore une fois pas récompensé. Un jour, Jonas, un jour ça marchera. Allez, c'est aux équipes de sprinteurs de se positionner. L'Arkea est pour l'instant en tête, 2 coureurs qui mènent Arnaud Démare, c'est passé. Il en ferait peut-être un troisième là, ouais, ça y est, un troisième qui s'intercale. 3 coureurs devant Arnaud Démare, parce qu'on est encore à 2 km de l'arrivée. Tim Merlier, lui, est plus loin. Il est en 30-40e position, bien protégé du vent. La Picnic, qui a aussi un train un petit peu clair du côté droit. L'IF aussi. Tudor aussi. Voilà, c'est un sprint un peu plus classique qu'hier. Il y a des vrais trains. C'est une longue ligne droite. C'est 6 km de ligne droite, ce sprint jusqu'à l'arrivée. Donc forcément, c'est plus facile pour s'organiser. Les coureurs de la Visma qu'on a vus à l'avant jusqu'à présent se reculent. Voilà, une fois qu'ils ont passé les 3 km. Il n'y a plus besoin se battre pour les places à l'avant. Il y a juste probablement Axel Zingle qui est tout seul devant. On les voit bien, ces maillots jaunes de la Visma. C'est facile à les retrouver. Ça roule aussi pour l'Intermarché, peut-être pour Hugo Page. Alors qu'on passe la flamme rouge. Et ça ralentit un petit peu. D'ailleurs, ça se retourne. Est-ce qu'il y a un coureur qui va tenter? C'est l'Astana qui est bien placé aussi. Probablement pour Fedorov comme hier. Allez, il y a un coureur de la Soudal Quick Step qui tente de se faire une petite place pour amener Merlier. Et il y a un coureur de l'Emirates qui attaque. Non. Ouh, il a essayé, il se retourne en fait, il se demande où est Molano, il n'est pas là Molano. Allez, un coureur de la Lidl Trek qui lance Pedersen. Il n'y a personne qui lance, c'est trop tôt, il n'y a plus de lanceur. Et c'est peut-être Zingle qui lance finalement de plus loin, il a Démare dans sa roue. Il a derrière probablement Janière. Et de l'autre côté, il y a un coureur d'Astana. Allez, Tim Merlier qui fait son effort désormais. Pedersen là, et c'est toujours Zingle pour l'instant qui est en tête. Merlier qui pour l'instant gagne. Avec Pedersen derrière qui tente de revenir. Ça semble parfait encore pour Tim Merlier. Un coureur de la Total Energy qui vient faire deuxième. Mais c'est bel et bien Tim Merlier qui s'impose encore. Il est le plus fort. Il est le plus fort. Il n'y a rien à dire. Pas de chute, heureusement, dans ce final, après tout ce qu'on a vécu. Ça se passe un petit peu mieux, mais voilà. Encore une victoire. Les 2 premières victoires pour Tim Merlier. Il était le favori. Pedersen fait peut-être troisième. Et j'ai vu un coureur de Total Energy, probablement peut-être Emilien Janière, là, qui vient faire deuxième. Ouais, c'est ça, c'est Janière qui fait deuxième. Bon résultat, là. Bon résultat pour la Total Energy et pour Emilien Janière. Deuxième d'une étape de Paris-Nice devant Mats Pedersen. Allez, on voit. C'est Zingle qui lance de très loin avec Démare dans sa roue. Alors que Merlier, lui, reste dans la roue de Pedersen. Il attend. Alors que Zingle est déjà plein d'efforts. Pareil pour Fedorov côté Astana. Et il lance là en même moment que Pedersen. Et il le dépasse facilement Pedersen. Ensuite, Démare, lui, il est bloqué. Démare, il est bloqué entre Zingle et Pedersen. Janière, lui, il est dans la roue de Tim Merlier. Et il va dépasser Pedersen. Et puis, on a un coureur de l'Intermarché aussi qui a peut-être soufflé. Ouh! C'est Hugo Page aussi, ouais. C'est Hugo Page qui était là, qui va peut-être souffler la troisième place à Pedersen. Démare, lui, il était bloqué entre Zingle et Pedersen. Il n'a pas pu produire son effort. Il était quand même bien placé, mais alors que le coureur d'Astana, lui, était tout seul de l'autre côté de la route et il est parti de trop loin. Tout comme Axel Zingle, il est parti de trop loin et se sont fait reprendre alors que le timing, le roi du timing, c'est Tim Merlier. Il attend le bon moment. Et Janière, très bien joué. Il a resté dans la roue de Merlier le plus longtemps possible. Hugo Page, lui, dans la roue de Pedersen aussi le plus longtemps possible. Et qui vont ensuite, ils s'écartent au dernier moment pour passer Pedersen pour Janière. Et sur la ligne, oh là, ça va être la photo finish. Il y a Christophe aussi qui revenait très très bien de l'autre côté pour une place sur le podium. Mais je pense qu'il est juste derrière Christophe. 2 sur 2 sur ce Paris-Nice pour Tim Merlier donc, qui s'impose. Bon, il ne s'impose pas avec 3 vélos d'avance comme hier. Il s'impose, on va dire, avec 1 vélo d'avance sur Emilien Janière de la team Total Energy qui fait donc deuxième. Et Hugo Page a bel et bien soufflé Mats Pedersen sur la ligne pour prendre la 3e place. Mais, il a été relégué. Alors, j'ai pas bien vu le mouvement dangereux qu'il a fait, mais les commissaires en ont décidé ainsi. Et donc, voilà, il a été disqualifié de ce sprint. Il est rétrogradé à la 136e place, c'est-à-dire la dernière place du peloton. Dommage pour Hugo Page. C'était sinon un podium sur une course World Tour de Paris-Nice. Et non, pas du tout. C'est pour Mats Pedersen, qui est donc finalement classé 3e. Suivent dans le top 10 Alexander Christophe, 4e.
Timo Kilic pour l'Alpecin de Koenig qui fait 5e. Axel Zingle, celui qui a lancé le sprint en premier, finit 6e devant Arnaud Démare, 7e. Matej Govekar de la Bahrain victorieuse prend la 8e place. Fabio Jakobsen, on l'a pas trop vu Jakobsen, seulement 9e. Et puis Chesbol pour Astana qui termine 10e. J'avais eu le nez creux en vous parlant d'Alberto Dainese comme potentiel outsider du jour, puisqu'il termine 60e. Voilà, il n'a même pas fait le sprint Dainese, il a dû être bloqué, ralenti. Le coureur de la Tudor n'était pas là pour faire ce sprint. Du côté des favoris, personne n'a perdu de temps, le peloton a fini finalement groupé à l'exception de quelques coureurs. Le dernier du jour, c'est Samuel Leroux, celui qui a chuté le plus durement, qui a entraîné la grave chute qui a notamment été fatale à Florian Sénéchal. Il termine 149e à 6 minutes 49 en compagnie de Julien Bernard notamment qui lui aussi était tombé lors de cette chute. Et puis on confirme les abandons de Luc Durbridge, de Florian Sénéchal et de Gorka Sorarein pour la Cararoual, en plus de Van Poppel et de Asgreen qui ne sont pas partis. Ça fait 5 coureurs en moins sur ce Paris-Nice qui est toujours dominé au classement général et encore plus par Tim Merlier. Il devance de 14 secondes 5 coureurs, Arnaud Démare, Emilien Janière, Matteo Jorgensen, Jonathan Narvaez et Jonas Abrahamsen. Derrière à 16 secondes, on a Mats Pedersen, Mick Van Dierck et Alberto Dainese. Magnus Sheffield à 18 secondes complète le top 10. Le peloton principal est à 20 secondes. Pour l'instant, c'est Jorgensen dans la lutte au classement général qui a fait les meilleures opérations en prenant des petites secondes par-ci par-là. Au classement par points, bien sûr, avec 2 victoires en 2 matchs. En 2 courses, Tim Merlier devance largement Arnaud Démare et Axel Zingle. Au classement de la montagne, Alexandre Delettre, qui a fait le plein aujourd'hui, devance là aussi facilement Samuel Fernandez et Jonas Abrahamsen. Et puis, classement du meilleur jeune, c'est Mick Van Dierck qui prend le maillot à Magnus Sheffield, désormais 2 secondes derrière. Yevgeny Fedorov à 4 secondes et 3e de ce classement. Demain, c'est une étape intéressante, c'est une étape importante. J'ai entendu plusieurs interviews. La Visma Lease a Bike, la Ineos, la Decathlon AG2R, la Mondiale, ils ont tous dit qu'ils avaient travaillé ce contre-la-montre par équipe, que c'était décisif, que c'était leur étape. Autrement dit, ça va être très très intéressant. Un chrono qui part en plus du circuit de Nevers-Manicourt, mais qui n'est pas tout à fait plat. Il y a des petites ondulations, des petites montées. Il fait 29 km. Ça sera très intéressant. Voilà. Le contre-la-montre par équipe, on n'en voit pas souvent et ça peut faire des grosses différences s'il est bien ou mal effectué. Et sur un Paris-Nice où il n'y aura qu'une seule arrivée au sommet véritable, juste des petites, il n'y aura pas des gros écarts. C'est peut-être bien sur ce contre-la-montre que l'on peut faire la différence. Donc ça sera demain, ça sera très intéressant. Et ça sera un petit peu plus... aujourd'hui, finalement, ça a été mouvementé. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose dans les 150 premiers kilomètres. Mais ensuite, il y a eu pas mal de chutes qui ont malheureusement, en quelque sorte, pimenté le tout. Demain, il ne devrait pas y avoir de chute. En tout cas, chute sur un chrono par équipe, c'est très problématique. Mais il y aura du suspense, il y aura de l'enjeu. On va voir ça demain. Salut à tous, salut à toutes.